Nul ne peut prétendre avoir la science infuse, mais il est tout le temps important d'enrichir le débat, hein, et de faire des analyses, de faire des interprétations et d'améliorer la position du législateur quant à l'objectif visé. Alors, vous venez de parler, vous venez d'évoquer une loi, le Code du numérique, que les Béninois ont découvert à partir, je crois, de 2018 ou de 2019, mais si mes souvenirs sont bons. Mais si je dois parler du Code du numérique, je vais partir d'abord d'un certain nombre de cas. Et les cas qui me reviennent et qui ont amené l'opinion à se demander, mais qu'est-ce qui sous-tend les différentes interpellations, les différents procès qu'on fait à des journalistes ou à des activistes des réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que l'instrument de communication, le puissant instrument de communication qui a aidé le régime de la rupture à accéder au pouvoir, ce sont les réseaux sociaux. Alors, si avant 2016, on n'a pas senti de répression des activistes des réseaux sociaux, qu'est-ce qui explique cette répression accrue de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, même s'il est évident que liberté d'expression ne veut pas dire tout et n'importe quoi, mais tout doit se faire dans le respect d'un certain nombre de respect de la condition de la dignité humaine. Et je plante ainsi le décor et je parle des cas. Moi, le premier cas qui me revient, c'est celui de M. Ignace Sossou. Voilà, Ignace Sossou, un journaliste et qui a été arrêté, je crois même sans convocation. Et le plaignant, c'était l'ancien procureur de la République du tribunal de première instance de Cotonou, qui s'était plaint de ce que il a subi un harcèlement par le fait de dire ou des écrits sur les réseaux sociaux de M. Ignace Sossou, qui lui attribuait les propos suivants. Je crois, hein, si ma mémoire est bonne, M. Ignace Sossou disait que le procureur, lors de, je crois, d'un séminaire ou d'une formation qu'il donnait en tant que conférencier, disait que le code du numérique est une arme braquée sur la tempe du journaliste. Je crois que cela a été relayé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'étais pas le jour-là, je n'étais pas présent lors de la conférence. Je n'ai pas été l'avocat de M. Ignace Sossou, mais il lui a été reproché de l'avoir dit sur les réseaux sociaux et ça lui a valu une détention. Ça lui a valu une détention. Il a été condamné sur la base du code du numérique. Et c'était la première fois qu'un journaliste, parce que sous, je crois, je ne sais pas si les journalistes pouvaient faire l'objet, faisaient toujours l'objet de garde à vue ou de détention provisoire. Cela avait été abrogé par les textes de la République, notamment le Code de l'information et de la communication. Mais donc, cela a commencé par interpeller l'opinion, les associations professionnelles des médias de la place sur le caractère nocif de ce code du numérique. Alors, après le cas de M. Ignace Sossou, il y a eu le cas de M. Kazmik Pedjo, où sans ménagement, sans convocation, l'Office de répression de la cybercriminalité a débarqué chez lui, il a été arrêté manu militari, il a été traité comme un vaniqué. J'ai eu à l'assister durant l'enquête préliminaire, mais pour des raisons qui me sont propres, je ne me suis pas présenté à sa défense à la criette. C'est le même cas. Et dans ce cas, c'était le ministre de l'économie et des finances qui était le plaignant. Parce qu'il avait critiqué, je crois, une publication du ministère de l'économie et des finances. Et celle-là lui a valu une détention provisoire de près de 8 jours, je crois. Le troisième cas, si mes souvenirs sont toujours, si ma mémoire m'est toujours fidèle, je crois que c'est le cas de monsieur, je crois, Vigile Avancé. Hein? Monsieur Vigile Avancé, qui lui, parce qu'il a relayé une information selon laquelle la police républicaine avait abattu des présumés voleurs dans une école primaire de Porte-Novo, il a été présenté au procureur. Je ne sais pas si lui, il a été interpellé sans convocation, mais ce qui est constant, c'est que c'est sur la base du code du numérique qu'il a été interpellé. Et lui, figurez-vous encore, sa procédure est toujours pendante devant la criette, ainsi que celle de M. Kazmik Pedjo. Alors, les deux derniers cas, c'est important pour moi de
de faire une litanie des différents cas dont je me souviens pour présenter un peu la situation de la liberté d'expression des journalistes et des acteurs des réseaux sociaux. Les deux derniers cas, il y a le cas de M. Rémi Nyambakpo. Dans le cas précédent, celui de M. Vigile Avancé, le plaignant, je crois, c'était la police républicaine. Dans le cas de M. Rémi Nyambakpo, le plaignant, c'était le président du parti UP Le Renouveau, si mes souvenirs sont bons, le professeur Joseph Djamboni, qui disait que M. Rémi Nyambakpo, qui est très suivi sur les réseaux sociaux, lui avait attribué qu'il voudrait être président ou candidat à la candidature par tous les moyens. Voilà. Et je crois que c'est cela qui a amené que M. Rémi Nyambakpo soit interpellé sans convocation et dans des conditions qui ont atterré un peu la population. Après M. Rémi Nyambakpo, ou avant M. Rémi Nyambakpo, j'ai mon ami et client, M. Alpha Yarakene de Parakou, qui lui a tenu des propos qu'on peut considérer quand même pas très gentils à l'égard de M. Rachidi Beramassi. Mais figurez-vous que on a déployé des moyens tellement importants pour interpeller une personne dont on connaissait le domicile, qui est connue de toute la ville de Parakou et qui ne se cache pas. Parce qu'on lui aurait été reproché d'avoir dit que monsieur l'honorable Rachidi Beramassi a un mauvais comportement, qu'il veut opposer les Béninois du Nord et du Sud, qu'il fait tout n'importe quoi de ce que le président de la République lui demande et qu'ils ne sont pas fidèles selon les intérêts du peuple. Et voilà, ils ont même dit que le monsieur Alpha Yarakene a déclaré que le président Patrice Talon a installé des bases militaires au nord. Enfin, il y a le cas de M. Steve Amoussou. Le plus récent, c'est Steve Amoussou. Là, on est passé à un autre degré. Ici, c'est toujours le gouvernement qui est plaignant, mais on est passé à un autre degré. Il y a un caractère d'extranéité. C'est-à-dire, l'interpellation sans convocation a été faite au-delà de la frontière de notre pays. Je cite tous ces exemples-là pour vous donner il y a un lien. Il y a un lien entre ces différents cas. Il y a d'autres cas, mais qui ont fait moins l'objet de médiatisation. C'est que les plaignants sont toujours du côté du régime. Les plaignants sont toujours du côté du régime. Est-ce que le code du numérique est clair et précis que lorsqu'il s'agit d'une infraction au code du numérique, l'OCRC peut interpeller l'individu sans convocation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un code de procédure du code du numérique différent du code de procédure pénale? Voilà. Donc, ce qui fait que pour moi, le code du numérique est politisé. Est politisé avec beaucoup de volonté de terroriser ou de faire peur à tous les acteurs des réseaux sociaux qui critiquent la gouvernance du régime de la rupture ou tous ses fidèles qui lui sont soumis. Et cela ne participe pas à la libre expression ou à l'éclosion ou à la vivacité d'une démocratie qui est jeune d'un peu plus de 30 ans. Mais je voudrais, avant de continuer, dire ceci, que il est important que les acteurs des réseaux sociaux, les activistes des réseaux sociaux sachent que tout ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Si vous voulez dire une chose, il faut vous assurer que vous l'avez entendu, vous l'avez vu ou vous en avez été témoin. D'abord, parce que la preuve électronique est admise par le code du numérique. La preuve électronique. Donc,
si on peut vous, sur la base de ce que vous avez envoyé à partir de votre téléphone portable, on peut vous imputer la commission d'une infraction du code du numérique dès lors qu'on arrive à faire la preuve que c'est de votre téléphone qu'est parti un message, c'est de votre téléphone qu'est parti une vidéo ou une photo qui porterait atteinte à l'image ou qui harcèlerait une personne qui se déclarerait victime. Donc, il est très important pour l'opinion de savoir que tout ce que vous envoyez, tout ce que vous recevez, vous devez faire attention à leur authenticité. Mais cela ne suffit pas pour dire que parce que nous devons prouver, une personne doit prouver ce qu'elle dit ou ce qu'elle envoie comme information, cela ne suffit pas pour nier ses droits. Nier les droits de quelqu'un, ça veut dire ne pas lui reconnaître ce que la loi lui reconnaît. Violer les droits que la loi lui reconnaît. Je ne sais pas, je reviens toujours au cas de monsieur Alpha Yarakene, monsieur Ignace Sossou, monsieur Kazmik Pedjo, monsieur qui d'autre j'avais cité comme exemple. En tout cas, la plupart de ces journalistes et activistes des réseaux sociaux sont connus, ont un domicile fixe, ont un domicile connu. Mais ce que moi je n'arrive pas à comprendre, comment se fait-il que lorsqu'il s'agit d'une plainte, lorsque c'est un membre du gouvernement ou un membre qui soutient l'action gouvernementale ou bien un membre d'un parti politique qui soutient l'action gouvernementale porte plainte contre un acteur des réseaux sociaux, cette personne-là ne bénéficie pas de la présomption d'innocence. On ne lui délivre pas une convocation. On ne délivre pas une convocation à cette personne-là. C'est devenu monnaie courante. Ça a été, l'exception a été transformée en règle. Parce que la règle, c'est délivrer une convocation à la personne que vous reprochez dès lors que je n'ai pas l'infraction ne vient pas de se commettre, on n'est pas dans une situation de flagrant délit, lorsque ce n'est pas un crime de sang, ce n'est pas un vol, ce n'est pas que l'auteur de l'infraction est inconnu, c'est-à-dire si on ne la maîtrise pas, si on ne maîtrise pas cette personne, elle va disparaître dans la nature, dans la seconde qui suit la commission de l'infraction. On n'est pas dans ces cas-là. À l'exception peut-être, on va dire, du cas de M. Steve Amoussou, que les Béninois ont découvert récemment, les autres cas, ils sont connus, ils sont identifiables, leurs numéros sont connus, leurs domiciles sont connus. Mais pourquoi l'OCRC, chaque fois qu'un membre du gouvernement, chaque fois qu'un membre proche d'un parti politique, membre d'un parti politique du pouvoir, dépose une plainte pour harcèlement sur les réseaux sociaux, l'OCRC, qui est aujourd'hui appelé la CNIL, ne se donne pas l'obligation de respecter le code de procédure pénale. Et de dire non, il n'y a pas de flagrant délit. Mais pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? C'est très important. Je compare la situation des activistes, des web activistes des réseaux sociaux, des journalistes qui communiquent ou qui publient sur les réseaux sociaux, dont les écrits peuvent déranger les membres du gouvernement ou les acteurs du régime politique. Je compare leur situation, la façon dont ils sont interpellés, à la situation des cybercriminels. Vous allez voir. Les cybercriminels, la plupart du temps, ils opèrent à partir d'un téléphone portable ou à partir d'un ordinateur. Là, on est dans une situation d'appauvrissement du patrimoine économique d'un individu sur la base de fausses informations, de manipulations ou bien d'informations mensongères. On leur fait croire à une situation qui est en réalité une chimère. C'est de l'escroquerie par le biais des réseaux sociaux ou bien par le biais de l'Internet, disons-le clairement, l'infraction cybernétique. Alors, ici, on peut comprendre que l'OCRC veuille interpeller les personnes mises en cause parce qu'il y a le risque de fuite. Les auteurs
d'infractions cybernétiques ou qu'on appelle les cybercriminels, leur identité n'est pas connue. On ne connaît pas leur domicile. Souvent même, ils ont plusieurs numéros de téléphone. Donc, on ne sait pas qui est derrière un numéro ou un ordinateur en train de procéder à des actes cybercriminels, en train d'escroquer un concitoyen à l'étranger. Donc, on peut comprendre que avec les moyens de détection dont dispose le CRC ou le Centre d'investigation du numérique, on puisse les interpeller pendant que l'infraction se fait, ou on puisse les interpeller sans convocation. Cela peut se comprendre parce qu'il y a un risque de déperdition de preuves si on n'agissait pas comme tel. Mais comment l'on peut comprendre que des citoyens qui ne sont pas des cybercriminels, qui ont émis des opinions politiques qui peuvent être vraies ou fausses, comment peut-on accepter, comment peut-on comprendre qu'ils soient interpellés, qu'ils soient traités de la même façon que des cybercriminels? Je fais d'abord une analyse. Je décris les faits. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est comme si l'OCRC est un instrument qui est en principe chargé de lutter contre la cybercriminalité à travers les moyens efficaces qui ont été mis à sa disposition par les partenaires techniques au développement, l'Union européenne, et j'en passe. Mais dans le même temps, le gouvernement l'utilise en même temps pour régler des comptes à des citoyens qui critiquent sa gouvernance. Mais dans le seul but de disséminer la peur dans l'opinion. Je poursuis. Quand on prend l'exemple des dispositions de l'article, je crois, 527, sur le cas de l'enregistrement, on parle bien d'un téléphone portable, d'une infraction, l'auteur d'un enregistrement d'une infraction peut être puni sur la base des dispositions du Code du numérique. Vous savez, une disposition ne se suffit pas par elle-même juste parce qu'elle a été votée. Parce qu'une loi doit répondre à un certain nombre de critères. Est-ce que cette loi a un caractère impersonnel? Est-ce que cette loi a un caractère impératif? Est-ce que cette loi a un caractère général? Est-ce que cette loi protège tous les citoyens au même titre? Ou bien cette loi protège une catégorie de citoyens? Donc, ça veut dire, monsieur le journaliste, si aujourd'hui, vous me filmez en train de commettre une infraction, je peux porter plainte contre vous parce que vous m'avez filmé en train de commettre une infraction. Par contre, peut-être, parce qu'il faut toujours donner le bénéfice du doute au législateur, peut-être que dans l'entendement du législateur, c'est que quand il dit qu'une personne qui filme une infraction qui est en train de se commettre peut être poursuivie au même titre que l'auteur de l'infraction, peut-être c'est pour éviter les situations de non-assistance à personne en danger que l'auteur, le législateur a pris une telle mesure. Mais c'est une disposition de la loi, l'article 527, si mes souvenirs sont bons, qui est insuffisante et qui est utilisée aujourd'hui aussi pour réprimer le droit à la sécurité des citoyens. Je m'explique. Je partirai aussi de cas. Comment est-ce que les Béninois ont connu Mme Prudence Amoussou? Comment est-ce que les Béninois ont découvert qu'une dame dénommée Prudence Amoussou a reçu une balle dans le ventre dans la nuit, je crois, du 1er, ou je crois du 31 au... Voilà, je crois que c'est la nuit du 1er août, du 1er au 2 août, je crois, ou du 31 au 1er, du 30 avril au 1er août. C'est par le biais des réseaux sociaux, on est d'accord. On a vu une dame en sang dont la fille pleurait à ses côtés et on ne savait pas qui était l'auteur de cette fille-là. Le lendemain de cette scène, comment l'opinion publique nationale et internationale a su que des militaires béninois, a priori, avaient ouvert le feu sur leurs propres concitoyens, jusqu'à ce que Amnesty International fasse un rapport pour dire qu'il y a eu effectivement des décès à l'issue
de cette île. Comment est-ce qu'on a su? C'est parce que la Providence a voulu que, à un instant T, un citoyen ait pu capter cette image où on voyait des militaires en rang, ouvrir le feu sur une foule sans armes. Mais imaginez-vous un instant que cette vidéo n'ait pas circulé ou bien que cet enregistrement-là n'ait pas eu lieu. Peut-être, je dis bien peut-être, je parle au conditionnel, peut-être qu'on nous dirait qu'il n'y a jamais eu de tir de l'armée. Donc, l'enregistrement d'infraction ne peut pas être considéré comme une infraction. Sauf si l'attitude de celui qui filme peut être perçue comme une situation dans laquelle il a manqué de porter assistance à une personne en danger. Et je vais l'expliquer. Vous, à supposer que ce soit vous qui avez filmé la scène où des militaires sont en train de tirer sur une foule, ou bien des militaires ou des policiers sont en train de battre un citoyen, comme le cas récent de Nati Tengu. Vous êtes seul et vous filmez la scène. Est-ce que vous pouvez, proprio motu de votre seule initiative, aller porter assistance à un citoyen qui est en train d'être battu par des policiers, par ceux-là même qui sont chargés d'assurer notre sécurité? Donc, lorsque l'assistance que vous voulez porter met en cause votre propre sécurité, je pense que vous êtes libéré de l'obligation de porter assistance à la scène que vous êtes en train de filmer. C'est ce que le législateur a manqué de dire en estimant que le simple enregistrement d'une infraction suffit pour que la personne qui enregistre est passible d'une poursuite pénale sur la base du code du numérique. Donc, on a vu des cas. J'ai pris le cas de Mme Prudence Amoussou, le cas des militaires, le cas de Nati Tengu, ou des militaires, parce qu'ils ont vu un monsieur qui n'avait pas porté de casque, se sont mis à lui ruer de coups. Et celui qui a filmé, lui aussi, il a été interpellé. Mais ce que moi je voudrais comprendre, est-ce que les forces de l'ordre sont au-dessus de la loi? Parce que les forces de l'ordre doivent d'abord rassurer la population. Les forces de l'ordre doivent assurer la sécurité de la population dans le respect de la dignité humaine. Le respect de la dignité humaine doit prévaloir sur toute autre forme de considération lorsque cette considération-là est attentatoire aux droits humains. Il n'y a rien de plus important que les droits humains. Et nos législateurs, ou notre législateur plutôt, nos députés doivent pouvoir avoir cela à l'esprit. Donc, moi j'estime que le code du numérique est un code non seulement qui est chrysogène, mais c'est un code politique qui a été rédigé peut-être avec les meilleures intentions, mais dans son application a été utilisé ou est utilisé de manière indiscriminée dans la répression des infractions du code numérique. Je dis, le code du numérique est utilisé de manière indiscriminée dans la répression des infractions à ce code-là, puisqu'on ne fait pas de distinguo entre la situation de certains agents pénaux, notamment les cybercriminels et les web activistes. On ne peut pas traiter de la même façon les cybercriminels qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut identifier, localiser. On ne peut pas les traiter de la même manière que les web activistes, dont on connaît pourtant l'identité, on connaît le domicile, qui vont et qui viennent, on ne peut pas les traiter de la même manière. Quand on dit la police républicaine, ou quand on parle de l'armée, quand on parle d'agents de sécurité, il y a des habitudes républicaines.
les habitudes républicaines, ce sont des habitudes de respect de la dignité humaine, de respect de la présomption d'innocence. Ce sont des attitudes qui permettent de dire oui, même si la justice me convoque, je fais confiance à la justice. Mais lorsque la justice ne vous convoque même pas, on vient vous interpeller manu militari, alors que vous n'avez pas volé, vous n'avez pas été auteur d'un crime de sang, évidemment, ça pose un problème. Ça pose un problème de confiance à la justice et on transforme le principe de la présomption d'innocence en celui de présomption de culpabilité. Et ça, ce n'est pas bon. Enfin, il y a d'autres infractions au code du numérique. L'incitation à la rébellion, l'incitation à la violence, à la haine, le harcèlement par le biais des réseaux sociaux. Et aussi le fait que quand on dit le harcèlement par le biais des procédures électroniques, où on dit que toute personne peut porter plainte contre vous lorsque vous avez décidé, vous avez écrit sur lui des choses qui l'ont harcelé moralement et psychologiquement. Ça, c'est mon opinion. Je trouve que c'est une infraction bateau. Quand je dis une infraction bateau, c'est une infraction qui est un fourre-tout. Parce que qui est juge du harcèlement? C'est la victime. Vous pouvez même écrire quelque chose de gentil pour dire Maître Agbodio a menti sur moi, Maître Agbodio a mal plaidé, Maître Agbodio, lors de sa plaidoirie, il a dit ceci, il a dit cela. Vous n'avez fait que relater les faits de l'audience. Et moi, parce que j'ai un compte à régler avec vous, qui date depuis 1 an, 2 ans, j'ai dit, voilà, je dépose plainte entre les mains du procureur spécial ou je dépose plainte entre les mains du commissaire de l'OCRC. Je dis, oui, je me sens harcelé par ces écrits sur les réseaux sociaux. Mais qui est juge de mon harcèlement? C'est moi-même. C'est moi-même. Or, l'infraction est composée d'une réunion de plusieurs éléments. L'élément matériel, d'abord l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Mais l'intention n'est pas appréciée par la victime. On apprécie l'intention chez l'auteur de l'infraction. Mais ici, la qualification de l'infraction comme étant un harcèlement, ce n'est pas celui qui est écrit, qui est critiqué. C'est la victime qui juge de sa seule initiative, de son seul raisonnement, qu'il a été harcelé. Mais le simple harcèlement ne doit pas s'apprécier à l'aune du ressenti personnel de la victime, surtout lorsque il est évident qu'entre la victime et celui qu'elle accuse, il y a des antécédents ou bien il y a de l'adversité politique. On est sur un champ professionnel où il y a des situations qui laissent penser que le débat est plutôt... c'est-à-dire quoi? Le harcèlement par le biais des réseaux sociaux est en train d'être transformé en règlement de compte politique. C'est-à-dire, sous le prétexte d'harcèlement, on l'utilise pour enfermer, pour détenir, pour poursuivre sans convocation des concurrents politiques. C'est le cas de M. Rémi Nyambakbo, c'est le cas de M. Alpha Yarakene, c'est le cas de plusieurs activistes. Nous devons faire attention, prendre garde, sinon je pense que la situation peut échapper à tout le monde. Quelqu'un m'a demandé une fois pourquoi l'opposition ne porte pas plainte lorsque, par exemple, un membre de l'opposition est diffamé sur les réseaux sociaux, est harcelé sur les réseaux sociaux, est insulté sur les réseaux sociaux. Je lui ai répondu que oui, il ne faut pas faire la politique, de ceux
que l'on critique. Parce que nous ne pouvons pas critiquer une loi dans ses caractères nuisibles et en même temps légitimer cette loi-là en y ayant recours. Donc, tant que ces dispositions chrysogènes vont contribuer à réduire l'espace d'exercice de la liberté d'expression, je pense qu'il est de l'obligation, il est de la responsabilité des acteurs politiques de l'opposition de dire que quelque chose est à corriger, puisque ce qui nous unit doit pouvoir être plus important que ce qui nous oppose. Je crois que si une démarche dans l'objectif d'une relecture du code du numérique doit être effectuée, et c'est même souhaitable, puisque si mes souvenirs sont bons, le code du numérique a été voté dans une situation de parlement monocolore. Donc je peux considérer que la législature, c'était la 8e, je crois, qui a voté le code du numérique, l'a voté avec empressement, parce qu'il n'y avait pas, un groupe parlementaire de l'opposition pour apporter la critique. Mais je crois que si la relecture doit être faite, et c'est souhaitable, ce serait dans l'intérêt du pays, ce serait dans l'intérêt de tous, puisque j'estime que le code du numérique, et a priori, doit être utilisé, doit être appliqué sans discrimination. Sans discrimination. Et aujourd'hui, ceux qui considèrent que le code du numérique leur est favorable, on ne sait jamais, Dieu est grand, et seul Dieu détermine ce qui se passera dans l'instant d'après. Personne au Bénin, personne dans l'humanité ne peut déterminer ce qui se passera dans l'instant d'après. Personne n'a la maîtrise du temps, personne n'a la maîtrise de la puissance divine. Donc, seul le divin maîtrise ce qui va se passer dans l'instant d'après. Je pense qu'il est de l'intérêt de tous de savoir raison garder et de revenir à ce qui est de droit. Ce qui est de droit, c'est que un code ou une loi se vote dans l'intérêt général. Se vote sans a priori. Se vote pour protéger les citoyens. On ne vote pas une loi pour protéger une catégorie de citoyens. Mais le sentiment que l'application du code du numérique donne aujourd'hui, c'est qu'il a été voté pour protéger une catégorie de citoyens, notamment des citoyens qui se pensent être proches du régime politique en exercice. Peut-être que la loi elle-même, elle a été bien rédigée, mais dans son application, le sentiment qu'elle renvoie, c'est qu'elle est utilisée pour réprimer des opposants, des activistes, des réseaux sociaux. Certes, il y a la lutte contre la cybercriminalité, mais on applique le même régime des cybercriminels à des opposants politiques, à des activistes politiques, à des journalistes qui ne font que leur travail. Donc, et c'est en cela que j'estime que une relecture s'avère nécessaire, parce que ceux qui se disent forts aujourd'hui, demain, même avant 2026, peuvent se retrouver dans la situation où ils deviendront faibles. Parce que même dans un même régime, vous pouvez être fort aujourd'hui et être faible demain. Donc, il faut savoir raison garder et se dire qu'il est de l'intérêt supérieur de la nation de faire en sorte que la cohésion, l'harmonie, l'unité nationale, le vivre ensemble soit priorisé au-delà de nos divergences politiques.